Bonjour à tous et bienvenue dans ce premier épisode de Artistes. Ici, on parle art numérique et métiers du digital. En 2005, environ 15% de la population mondiale avait accès à Internet. Aujourd'hui, près de 55%, soit 4,2 milliards de personnes qui ont accès quotidiennement à Internet. Cependant, les métiers du digital sont encore méconnus du grand public. Aujourd'hui, nous allons accueillir Benjamin, graphiste, illustrateur. Et pour ce premier épisode, nous allons rentrer dans l'œil de cet artiste. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, bien sûr. Posé Benjamin, donc, alors, je préfère qu'on m'appelle Ben. Je suis connu sous le nom Studio Aeria et je suis maintenant graphiste, freelance et illustrateur depuis 5 ans, on va dire. Et vous êtes indépendant du coup dans votre studio? Indépendant, freelance indépendant, et du coup, je travaille sur plein de comptes clients plus ou moins gros et sur des projets vraiment assez variés en général. D'accord. Et c'est une idée de métier du coup que vous avez eu tout petit ou c'est venu au fur et à mesure de vos études? Alors, j'ai toujours été assez fasciné par le monde de l'art. En tout cas, de ce que j'en croyais, et je me suis réellement dirigé sur ce métier, sur une bêtise en fait. J'étais au collège, je crois, et on nous avait demandé de nous de nous intéresser à différents métiers, et juste j'ai ouvert un dictionnaire, je suis tombé sur infographiste et je me suis dit: «Bon, bah, je vais faire ça en fait», et après ça a été ligne droite, beaux-arts, école supérieure, et maintenant graphiste en freelance. D'accord, donc ça fait à peu près combien d'années, d'études, en tout? Ça fait 8 ans, 8 ans, 8 belles années où j'ai appris vraiment un peu toutes les techniques existantes, que ce soit faire de la poterie comme réaliser la direction artistique pour un projet vaste. Donc vous avez touché vraiment pas mal de milieux artistiques, ça va du digital du coup à vraiment de l'art plus traditionnel, vraiment du coup comme de la poterie, de la sculpture, quoi. Ah, mais c'est ça, il fallait apprendre de toute façon les techniques de base quand on était aux Beaux-Arts, c'est-à-dire vraiment les bases de la poterie, de la photographie, de la vidéo, de la peinture, toutes les bases existantes pour ensuite commencer à se développer un avis et surtout peut-être une préférence. D'accord, et du coup, c'est un chemin assez long, du coup 8 ans d'études. Est-ce que vous avez eu des doutes, sur votre orientation du coup d'être infographiste, graphiste? Ou ça a été clair, tout le long, de votre parcours, où ça a enrichi, on va dire, cette envie, de faire ce métier? J'aimerais bien dire oui, mais non, ça n'a pas été clair dès le début, tout bêtement. Une fois que je suis arrivé aux Beaux-Arts, le fait est qu'on nous a appris à penser le monde de l'art. Et c'est à ce moment-là où je me suis dit: «En fait, je ne veux pas faire artiste, je veux vraiment, répondre à des projets, être plus dans le concret», et le fait est que ça ne passait pas par les beaux-arts, mais ça passait par, une école supérieure où là, j'allais apprendre la rigueur de la typographie, de la couleur, de la création de logotypes et de l'identité visuelle. Ouais. C'est pour ça, du coup, que vous avez décidé d'être indépendant après? C'est sur ce fait de, vouloir vraiment répondre à quelque chose de concret? Ou après, c'est juste un autre choix d'être indépendant et de répondre à une demande client très précise? En réalité, si je fais ce métier, il faut pas se le cacher, c'est pour être un créatif, et le fait est que en agence, je ne me sentais pas être, un créatif à part entière. Je me sentais plus être un maillon de la chaîne, d'une chaîne importante qui permet de faire, des projets plus vastes. Mais le fait est que, j'avais peut-être plus du mal à apporter vraiment ma patte à l'édifice, et donc est rapidement venu le moment de me dire: «Bah, en fait, c'est en freelance qu'on développe des projets vraiment, plus personnels». Même si c'est pour des clients, ce sont des projets du coup plus personnels. D'accord. Donc du coup, quand un client, vient te voir pour, du coup une commande, est-ce que, tu as souvent du coup carte blanche où tu peux vraiment exprimer ta créativité? Ou le client vient avec un modèle assez précis et tu dois répondre à cette demande? Alors, là, la réponse, elle sera assez large. J'ai envie de dire, ça dépend. Le client, il est extrêmement multiple et il a toujours ce qu'il pense savoir vouloir. La première chose qu'on apprend à faire en tant que freelance, c'est d'abord de décortiquer
l'envie et le besoin du client. Donc, à partir de là, lui dire, est-ce que vraiment vous voulez ce que vous me demandez? Est-ce qu'en fait, votre demande, c'est pas plutôt autre chose? Et à partir de là, dire, soit je suis ce que vous voulez à la lettre, soit vous me laissez vraiment être un créatif, en fait, et dans ce cas-là, vous proposez de nouvelles choses. Et parfois, le meilleur résultat, c'est quand on suit la volonté d'un client, mais qu'on peut proposer des petites choses en plus à côté. Donc, vraiment, les réponses sont multiples à ce niveau-là, et je dirais que à tout projet, on peut trouver quelque chose de créatif. Et souvent, le fait de nous laisser complètement carte blanche est probablement le pire. La liberté sans aucune contrainte, généralement, ça veut dire que on ne sait pas du tout où aller en réalité. Donc, Oui, on peut aller vraiment dans tous les univers et du coup, on n'est pas ciblé et on perd parfois plus de temps. c'est totalement ça. Les retours clients sont pas forcément du coup bons derrière, ou il faut avoir plusieurs retours pour arriver à la bonne chose. Alors quand le client peut-être a la chose plus précise et qu'on l'aiguille par le biais d'une expérience, de son expérience, ça permet d'avoir quelque chose de plus concret, un meilleur résultat à la fin. Ce que je dis souvent, c'est que la créativité naît de la contrainte. Donc, s'il n'y a pas de contrainte, dans ce cas-là, on peut être créatif aux yeux du client, mais en réalité, on reste beaucoup plus dans sa zone de confort. Justement parce que on n'a pas de contraintes contre lesquelles aller. Donc on reste souvent dans son style et dans ce qu'on sait faire et on n'ose pas aller vers autre chose, un autre univers. C'est ce qui arrive souvent. Ouais. Et est-ce que du coup, sur le fait du coup de se démarquer par rapport à ses compères qui sont dans ce métier-là, est-ce que du coup, ce fait d'avoir ces contraintes, parfois d'arriver à sortir son univers, c'est aussi ce qui permet de nous démarquer ou pas? Ah, c'est compliqué. En tout cas, je vais parler de mon expérience personnelle. Je sais que beaucoup d'artistes, par exemple, restent littéralement dans ce qu'ils savent faire et n'en sortent pas. Et de toute façon, leurs clients viennent chercher exactement ce qu'ils font. Oui, ils sont bloqués sur une thématique assez précise et Je dirais pas bloqués. Je dirais qu'ils ont leur intérêt, développer leur créativité autour d'un thème en particulier et d'un visuel en particulier. Moi, mon sujet, il n'est pas là. Mon sujet, c'est plutôt qu'un client vient me voir pour un projet en particulier et moi, je lui propose un concept. Et ce concept, il peut se développer très bien, que ce soit avec ma part artistique propre, mais c'est surtout mes idées et ce que je peux apporter à son projet qui m'intéresse. C'est-à-dire, je peux très bien faire des illustrations pour ce projet, comme vraiment faire uniquement de la typographie, alors que c'est peut-être pas forcément mon domaine de prédilection. C'est surtout que développer un concept, développer une idée, c'est ça ma vraie spécialité, pour le coup. d'accord, ouais, vraiment d'accompagner le client vers la meilleure chose en développant un univers derrière. Et du coup, en allant sur ça, de développer un univers, on a du coup maintenant les réseaux sociaux qui sont à la mode, où du coup des milliers de gens peuvent poster des univers, des contenus qui font. Est-ce que c'est un frein, on va dire, cette masse de contenu, ou est-ce qu'au contraire, c'est plus une inspiration comment vous voyez cette masse du coup de contenu sur les réseaux? Une inspiration, définitivement une inspiration. C'est sûr qu'avec toute la masse de contenu, forcément, au bout d'un moment, on va être inspiré par quelque chose. Mais le problème, c'est qu'il ne faut pas trop s'enfermer là-dedans parce qu'au bout d'un moment, on va juste se mettre à copier ses artistes préférés. Donc, j'ai envie de dire, c'est une inspiration, mais il faut vite s'en détacher. Généralement, ce que je fais, c'est que je passe très peu de temps sur les réseaux. Je fais de la veille pour voir un petit peu quelles sont les nouveautés, quelles sont les tendances, qu'est-ce qui se fait ces derniers temps. Mais j'essaie aussi également rapidement de m'en détacher pour pouvoir proposer mes propres idées quand je vais vraiment gamberger, parfois pendant 3 jours, complètement sur une idée. Il faut que ça vienne vraiment de moi. Et dans ce cas-là, jeter peut-être un coup d'œil furtif de temps en temps aux autres créatifs, mais surtout ne pas se dire il faut que je fasse du un tel. Oui, ne pas recopier et juste s'inspirer légèrement de certains designs. C'est ça.
Et du coup, quand vous êtes en processus créatif, on va dire de rester 3 jours peut-être, à chercher une idée, vous passez par quelle phase? On va dire, quelles sont vos méthodes pour réussir à trouver, la bonne idée, l'idée qui va plaire au client? Alors la première phase, c'est souvent la dépression. Non, de toute façon, c'est toujours assez compliqué, surtout quand on est sur une idée. C'est-à-dire que le process, il est, souvent, perturbé. J'ai envie de dire, généralement, je vais commencer par être très factuel, analyser le besoin du client, commencer à voir un petit peu ce qui peut être fait, ce qu'ont pu faire, certains concurrents pour voir justement ce qu'il ne faut pas faire et ce qui a été déjà fait. Et ensuite, vraiment essayer de commencer à développer des idées. C'est-à-dire, je vais partir dans tous les sens, même parfois sur des blagues, les plus stupides. Et en fait, au fur et à mesure, je vais pouvoir épurer tout ça pour atteindre un résultat que je vais commencer à trouver intéressant. Et vraiment, je le dis, au départ, toutes mes premières idées, je les trouve vraiment horribles. Mais c'est uniquement une fois que j'arrive à commencer à peut-être épurer un petit peu l'idée, peut-être la retravailler sous un certain angle, ou juste continuer à travailler sur la même idée, au bout d'un moment, je vais me dire, en fait, ça fonctionne, et plus je vais y penser, et plus je vais pouvoir développer ce qu'il y a autour. Mais au début, vraiment, toutes les idées sont horribles. Si je démarre une idée en me disant c'est génial, c'est qu'a priori, ça ne l'est pas du tout. Tout bêtement. Et par expérience, elles sont tous horribles au premier jet et c'est après développer et vraiment creuser dans ses idées pour arriver à trouver la bonne idée et Vraiment, l'idée de génie, c'est. même si ça peut prendre de 3, 5, une semaine, Ah oui, non, mais enfin, après, c'est le temps qu'on me laisse aussi. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que souvent, quand je regarde mes planches de départ, où il y a mes premiers crayonnés et mes premiers logos, mes premières idées d'identité qui sont développées, généralement, entre le point de départ et le point d'arrivée, je passe par tout un long fil de pensée qu'on peut voir sur la planche et vraiment, je pars dans tous les sens jusqu'à me dire, OK, là, je tiens quelque chose de solide, de cohérent. Et c'est à ce moment-là où je vais la faire tester à des personnes extérieures. Leur demander, à regarder cette identité, regarder ce visuel, regarder ce concept et dites-moi si ça vous paraît simple, si ça vous paraît cohérent et si pour vous ça fonctionne. Et là, dans ce cas-là, une fois que ça fonctionne, je vais passer à l'étape 2 qui va être de vraiment travailler en détail l'identité ou le concept que je produis. d'accord. Oui, du coup, vous passez, à chaque fois par du crayonné, d'être sur du papier ou vous êtes Oui. autrement sur l'écran? Vous êtes toujours plus sur le côté papier, Non, en réalité, les premières idées, c'est, alors pour moi, c'est toujours sur, papier et crayon. Pour une bonne raison, c'est qu'en fait, il faut très vite se débarrasser des idées qui vous paraissent intéressantes, mais en fait, une fois que vous l'avez, posée sur le papier, ça paraît évident que c'est une idée pourrie. Donc il faut très vite passer à autre chose et pour ça, bah, il y a rien de mieux que le crayon. Donc, par exemple, transformer une lettre en autre chose, ça pourrait nous prendre peut-être une demi-heure en vectorisation à tester si ça fonctionne bien en réalité. Au crayon, 3 secondes, OK, l'idée est nulle, faut la dégager le plus rapidement possible et voilà, comme ça, on passe à la suite. vous utilisez, beaucoup le Ah, crayon. tutoie-moi, ça me mettra plus à l'aise, merci. Tu utilises, du coup, beaucoup le crayonné, qui est un art plus traditionnel comme la peinture ou la sculpture. Est-ce que du coup tu penses que, cet art plus traditionnel peut être comparé à l'art numérique, qui émerge en ce moment? Vaste question. En réalité, étant donné qu'aujourd'hui, tu peux tout aussi bien dessiner, crayon et papier que sur, stylet et tablette et que les 2 justement, ont quasiment les mêmes sensations. Je veux dire, maintenant, il y a même, des écrans qui reproduisent, le toucher papier pour justement, que la transition se fasse au mieux. La différence, elle est mince. J'ai envie de dire, c'est juste, 2 médiums légèrement différents, mais dont un a peut-être plus de possibilités. Donc, pour moi, je les mettrais au même plan. Ouais, c'est peut-être une question, d'époque et de techniques qui évoluent au fur et à mesure des âges, et qui sont utilisées du coup
d'une différente manière, mais pour obtenir presque le même résultat à la fin. C'est totalement ça. C'est-à-dire qu'à l'époque où la photographie a commencé à apparaître, bah, les peintres en portrait se sont sentis extrêmement mal et se sont dit: «Ouais, mais en fait, vous êtes en train de tricher pour faire les portraits». Aujourd'hui, ça viendrait à personne de questionner la photographie et à se dire, «Mais vous êtes en train de tricher, plutôt que de faire une peinture». Donc en réalité, c'est à peu près le même niveau, quoi. Tu dessines au crayon, sur une feuille et tu dessines avec un stylet sur une tablette, ça ne change pas le mérite que tu as de réaliser un bon dessin. Mais après, est-ce qu'on peut se dire que vraiment, est-ce que c'est légitime, heu, l'art numérique par rapport à l'art traditionnel? Par exemple, si on compare, la Joconde, à un Avatar, est-ce que, c'est légitime de les comparer et est-ce qu'on pense qu'un Avatar est aussi vraiment une forme d'art, par rapport à la Joconde qui est mondialement connue? Ou il y a quand même encore une différence, sur ces points-là? Alors, là-dessus, il y a beaucoup à dire. Déjà, comparer la Joconde à Avatar, j'avoue, je le ferai pas. Mais, le fait est que, l'art est légitime à partir du moment où quelqu'un considère que c'est légitime. Si quelqu'un, considère que peut-être même, ce podcast si présent va, dans des centaines d'années, être considéré comme une œuvre d'art à part entière, bah, très bien, Et on espère. ouais, bah, on l'espère. Mais, qui suis-je pour dire que, ce ne sera pas le cas? En réalité, la Joconde était juste un portrait au départ, sans prétention aucune. C'est vraiment les personnes autour qui ont découvert ce portrait qui lui ont donné cette aura un peu, mystique aujourd'hui. Mais Donc en de donner un réalité, mystère, Avatar, va devenir, un objet, très particulier, en tout cas dans le monde de l'art cinématographique. Le fait est que, aujourd'hui, des films qu'on considère comme étant cultes et comme étant, des piliers du cinéma ont parfois été, des flops complets à leur départ. Typiquement, Blade Runner est un bon exemple à ce niveau-là. Un film qui a été, décrié et qui a fait un flop total et qui, au final, aujourd'hui, est considéré comme un pilier de la science-fiction, voire peut-être le pilier. Donc j'ai envie de dire, l'art cinématographique, deviendra un art aussi réputé, et je me demande même s'il ne l'est pas déjà, que l'art pictural. oui, c'est peut-être une question de temps, de laisser passer, peut-être une certaine époque et après de donner de la valeur à des choses. C'est souvent l'art, c'est donner la valeur à quelque chose, qui n'en a pas forcément. Ça dépend en fait, comment on voit du coup l'objet, comment on voit la création pour, aux yeux d'une personne, d'une certaine personne. C'est Mmh. l'art est subjectif donc Ah, tout peut être artistique, ça dépend de la valeur qu'on lui donne en fait. de toute façon, effectivement, tout peut être, art. C'est d'ailleurs, sa propre, définition. Le fait est que, si je commence à considérer, ce mug comme étant de l'art, bah, voilà, c'en est, c'est tout. C'est, de toute façon, qu'est-ce qui est art, qu'est-ce qui ne l'est pas? Ça a toujours été, la même question en boucle, constamment. Donc l'art numérique, est-ce qu'il aura autant de valeur que l'art dit classique? J'ai envie de dire oui, en fait, il atteindra sa, légitimité, par les gens qui vont le considérer comme étant légitime. Et c'est d'ailleurs pour ça que, on a, tout ce système un peu décrié, par exemple des NFT ces derniers temps, qui, est une façon de donner de la valeur à de l'art. Et est-ce que tu penses du coup, en parlant des NFT, qui sont souvent, comparés à des tableaux, que ça peut vraiment être, bah, comme des synonymes, que ça peut vraiment être un miroir, mais à une époque, différente? Un tableau du 18e siècle va être maintenant le miroir, d'une NFT, du 20e siècle, bah, du 21e siècle. Alors, je m'avancerai pas trop sur le domaine des NFT parce que c'est pas non plus un domaine que je connais, par cœur. Mais en tout cas, si je sais bien une chose, c'est que le principe des NFT, c'est qu'ils ont apporté le système de la rareté à du numérique. Et le problème principal du numérique, en tout cas en termes d'œuvres d'art, c'est qu'on pouvait les copier autant qu'on voulait, voilà. Dans tous les cas, comment vérifier que c'est une œuvre originale? C'était tout un problème. Avec le système des NFT, en tout cas, ça apporte ce côté un peu plus, rareté et unique à
une œuvre. Donc, à partir de là, la légitimité d'une œuvre d'art numérique et d'une œuvre d'art classique, bon, j'ai envie de dire, les artistes de l'époque, ceux qui faisaient des peintures, si aujourd'hui on leur disait, bah maintenant, si tu veux effacer quelque chose, tu vas pas prendre un mois juste pour refaire ta peinture, refaire tout ton arsenal, tout ton attirail, et puis En un seul clic, voilà, tout alors est que effacé et maintenant on tu refait fais la un ligne. CTRL Z, je peux te jurer que le peintre là, ça fait 6 mois qu'il passe sur sa peinture, il va rapidement passer à autre chose parce qu'en fait, c'est l'évolution des outils permet l'évolution de l'art en général. Et pourtant, aujourd'hui, il y a encore des peintres qui font des peintures réalistes ou semi-réalistes. Ça n'empêche pas. C'est juste que plus on a d'outils, plus on a de choix. Et du coup, quand on fait un choix, c'est un choix conscient. Non. Et du coup, sur ce choix-là et le fait que, un peintre, va mettre 6 mois, à refaire un trait qu'il a loupé, et que, on peut faire un contrôle Z sur l'art numérique, est-ce qu'il y a un côté qui serait éventuellement plus talentueux que l'autre, ou pas du tout pour toi? Ouais. J'ai envie de dire, faire un bon trait, déjà tout bêtement, hein, faire un bon trait, c'est un entraînement de tous les jours. C'est-à-dire qu'on ne peut pas se lever un matin et se dire, ouais, je suis illustrateur. Oui, bah écoute, vas-y, hein, essaie, je t'en prie. Alors que en réalité, c'est vraiment un mélange entre de la connaissance, de la technique et de la créativité. C'est-à-dire, il faut entraîner sa main tous les jours pour faire un Précis, trait précis. Et en même temps, j'ai envie de te dire, ta question est légitime parce que c'est vrai que, par exemple, sur les logiciels aujourd'hui, on va avoir des systèmes qui vont permettre de corriger le trait que tu as fait. Si ton trait n'est pas parfait, l'intelligence artificielle au cœur de l'application que tu utilises va peut-être corriger ton trait pour qu'il soit parfait. Mais ça reste ton œil qui a été exercé qui va te dire si ton trait est bon ou non. s'il a la bonne courbe, la bonne distance. C'est ça. Donc, l'outil t'aide, mais l'outil ne fait pas tout. Oui. Oui, l'outil était éventuellement plus difficile à utiliser à l'époque. Aujourd'hui, il est plus facile, mais par contre, l'œil créatif et l'entraînement derrière restent le même. Et là-dessus, les 2 époques sont légitimes à être comparées, du coup. Clairement, c'est juste une question d'outil qui est plus accessible. Aujourd'hui, n'importe qui avec une tablette peut très bien faire ses premiers dessins et même tout bêtement, le crayon et le papier sont beaucoup plus démocratisés. Alors qu'à l'époque, pour être peintre, il fallait forcément avoir un mécène ou alors vivre de pauvreté toute sa vie et ils étaient extrêmement peu nombreux. Donc, bah, la multiplicité des outils, l'accessibilité fait qu'aujourd'hui, pour être vraiment un artiste, en tout cas dans le numérique, il faut vraiment pouvoir développer sa patte, et être, reconnu, par, on va dire ses followers maintenant. Ouais. Et est-ce que du coup, toi, est-ce que tu te considères, comme artiste? Même si du coup, plus tôt là dans le podcast, tu disais que tu voulais pas, ce côté artiste et plus ce côté concret de servir quelque chose. Est-ce que du coup, maintenant avec plus d'expérience, est-ce que tu trouves toujours ce côté de vouloir servir un client ou, pour toi, tu fais quand même, de l'art? Je suis artiste illustrateur. Ce qui est, relativement différent avec, le principe d'un artiste. Un artiste, c'est vraiment quelqu'un qui va poser une question et qui, par son art, va essayer d'y apporter alors soit poser la question par son art, soit essayer d'apporter une réponse par son art. Donc ça peut être très bien, par exemple, on connaît les toilettes de Duchamp. Bon, bah, il a posé une question et il y a répondu d'une façon assez, particulière. Donc pour les artistes, c'est vraiment ça. En fait, ils vont pas se poser la question du médium, ils vont surtout poser une question et essayer d'apporter quelque chose au monde de l'art. Artiste illustrateur, on est plus sur je propose un univers, je propose un visuel qui sort de mon imagination et je vais apporter ma patte graphique, ma patte artistique, mais c'est vraiment artiste illustrateur et c'est pour ça que généralement, j'emploie pas le mot artiste, mais plus vraiment le mot illustrateur.
On Oui, n'est c'est pas vraiment, exactement sur le même principe. ouais, c'est vraiment pas deux mondes à part, mais presque. C'est pas le même point de vue, pas la même Non, philosophie, j'ai envie de dire, derrière le c'est travail. pas le même point de départ. À la fin, les gens vont peut-être considérer ça comme étant de l'art, mais le point de départ n'est fondamentalement pas le même. Donc, si tu me poses la question aujourd'hui si je suis artiste illustrateur, je te répondrai, je suis illustrateur. D'accord. Donc, que ce soit au service d'un projet ou si jamais un matin je me réveille et que j'ai envie de dessiner des montgolfières, bah voilà, j'aurais fait mes montgolfières. Oui. Oui, Voilà. c'est vraiment un point de vue différent après au niveau des chemins, Mhm, où en fait, il y en a qui vont plus servir une cause et d'autres, partir, tout à fait. complètement dans d'autres points de vue pour arriver au même univers, parfois à la fin. Et du coup, Exactement. qu'est-ce que tu donnerais comme conseil, à des personnes qui voudraient se lancer en illustration, qui vont devenir illustrateurs? Quels conseils tu donnerais au niveau des études? Peut-être, un parcours différent, du tien? Peut-être similaire aussi? Peut-être que pour toi, le parcours que tu as fait, le parcours idéal est le plus rapide? Qu'est-ce que tu conseillerais? Alors déjà, pas mon parcours, c'est sûr. 8 ans, pour mon métier, c'est peut-être, un peu long, même si aujourd'hui, du coup, ça fait que, j'ai plein d'expériences dans plein de domaines différents, ce qui est à mon avantage. Mais très sincèrement, si vous voulez commencer en tant qu'illustrateur, déjà, c'est tout bête, mais même avant même de commencer à faire des études, illustrer, tout bêtement. En réalité, les cours vont vous aider sur, avoir peut-être certaines techniques, certaines pratiques et vont vous apporter peut-être un peu de rigueur. Mais le fait est que, on n'apprend jamais mieux qu'en s'exerçant soi-même et parfois en allant voir, même, c'est tout bête, mais son artiste illustrateur préféré et essayer de copier ses techniques jusqu'à ce qu'on puisse se les approprier et transformer complètement, ce qu'on a appris. Ou, juste, aller voir ce qui se fait à droite à gauche et s'en inspirer petit à petit. Le fait est que le conseil que je donnerais vraiment, en tout cas pour être illustrateur ou graphiste, c'est de voir si ce métier est vraiment fait pour vous. Tout bêtement, les stages qu'on vous fera faire au tout début de vos études vont vraiment être, déterminantes parce que effectivement, vous serez souvent dans ce côté, vous faites partie d'une équipe, vous répondez au brief d'un client. Parfois, bah, c'est des sujets qu'on n'a pas envie de traiter, hein, je me souviens très bien d'un projet où, par exemple, c'était, faire de la pub pour, des vitres. Bon, Oh, bah, j'ai envie de dire: rien de grand «Allez, passionnant sur le papier. il faut le faire, tant pis», mais bon, parfois, on a des sujets peut-être même encore moins intéressants que ça. Mais, c'est ça le métier. Vous allez pas faire, tout de suite des illustrations, par exemple des concept art, pour Star Wars ou, faire ce genre de choses. Mais à force de pratique et si vous faites, des projets personnels qui sont dans un domaine spécifique, peut-être que vous allez aller gratter jusqu'à arriver à ce que vous voulez atteindre réellement. Moi, par exemple, j'ai commencé à faire, des dessins comme ça sur, l'espace et maintenant, bah, je peux très bien travailler avec une, agence spatiale. C'est comme ça, c'est petit à petit, petit bout par petit bout et parfois, c'est des opportunités qui vont s'ouvrir à vous que vous n'attendez même pas. Donc, si je comprends bien, en fait, c'est beaucoup de pratiques, que tu conseillerais, aux personnes qui veulent, se lancer dans l'illustration. C'est vraiment pratiquer le plus possible, essayer déjà de se construire un peu un univers et de toucher aussi à tous les univers possibles. Mais, aussi, qu'est-ce que tu conseillerais, on va dire, comme matériel, du coup, pour commencer? Est-ce qu'il faut absolument une tablette graphique? Toi, éventuellement aussi, avec quel matériel tu travailles et est-ce que tu le conseilles? Comment tu Comment pour un jeune qui commence, ou moins jeune, par quoi, faut commencer, on va dire, au niveau du matériel? J'ai envie de dire, crayon et feuille et déjà, si vraiment ça t'intéresse, au-delà de ce médium-là, après oui, bien sûr, tu peux te lancer sur, une tablette, ou, ordi avec vraiment tablette, fixe, quoi. Mais, là, j'ai envie de dire, c'est un peu chacun son style. Je sais qu'il y a des artistes qui n'ont jamais réussi à passer, au numérique. Je sais qu'il y a d'autres artistes, qui, eux, n'ont jamais réussi à passer à la tablette et l'écran en face d'eux et ils ont été obligés de passer directement à la tablette, sur lequel ils peuvent, Ouais, sur dessiner, un iPad, ou directement on dessine sur l'écran
et non sur une feuille noire, on va dire, qui se recopie sur un écran derrière. C'est ça. Donc, non, honnêtement, déjà le crayon classique, et puis si vraiment ça vous plaît, au bout d'un certain temps, bah là, dans ce cas-là, oui, allez-y à fond, quoi. Parce que c'est un certain investissement quand même d'investir dans une tablette. Une tablette graphique, ça coûte un certain prix, donc Surtout, faut être assez sûr, on va dire, d'éventuellement son ambition d'aller dans ces métiers-là. c'est surtout un investissement en termes de temps. On s'en rend pas trop compte, mais pour produire, on va dire, une illustration complète, ça peut prendre vraiment beaucoup de temps parfois. Tu passes combien de temps en moyenne parfois sur les illustrations? Tu dis que ça prend beaucoup de temps, mais Ça dépend ça se compte en heures, en jours? Ça dépend du style, mais parfois ça peut être 2-3 jours sur une illustration, quoi. Oui. Parce que bah, là, on va vraiment aller dans du détail. Ça va être peut-être pour une impression en très très grand format. Et dans ce cas-là, il faudra vraiment pousser à fond l'illustration. Et donc, bah, ça passe par du temps, par essayer plein de techniques de brush différentes, par essayer des palettes de couleurs différentes, tester, peut-être même parfois imprimer pour voir si ça rend bien ou non. Plein de petites techniques comme ça, retourner l'illustration pour vérifier que les proportions sont bonnes. C'est tout bête, hein, mais ça passe vraiment par plein de Oui, c'est process. les petits détails qui prennent beaucoup de temps, mais qui font au final que l'illustration soit parfaite et plus clean. Surtout si du coup on l'imprime en 3 par 3, Alors, on va voir le moindre détail. de toute façon, je tiens à le dire, s'il y a un illustrateur qui ose dire que son illustration est parfaite, vraiment, faut que vous me filiez son numéro, hein, parce que moi, Mais alors, déjà personnellement, je ne considère jamais qu'une illustration est parfaite. Au contraire, je vais me dire, à la toute fin, après avoir passé peut-être plusieurs jours dessus, je vais peut-être me dire, mais c'est nul en fait. Alors que d'autres personnes à côté vont passer et dire, quoi, mais c'est incroyable. Et toi, t'es là, non mais c'est bon, allez, je passe à autre chose. En fait, c'est quand tu dessines que t'es à fond. Quand c'est terminé, bon, bah, ouais, bah non, bah en fait, c'est pas top, quoi. C'est pas d'avoir tout top, et fait, puis bon, d'avoir bah, go tout vu, next, c'est parti. Donc, ouais, un illustrateur qui considère que ses illustrations sont parfaites, vraiment, il a atteint un niveau de sérénité que je n'ai pas du tout à l'heure actuelle. Oui. Ouais, c'est vraiment être sûr de soi et confiant en son travail et d'avoir atteint, je pense, des années d'expérience pour dire que son travail est vraiment parfait. Et encore, Non, je dirais plutôt que c'est autre chose, parce qu'en fait, le fait de ne pas considérer une illustration comme étant parfaite, c'est-à-dire qu'en fait, on va passer à la suivante, et en fait, c'est un processus créatif qui est constant. Considérer qu'une illustration est parfaite en l'état, c'est plus avoir atteint la sérénité de dire il faut que je m'arrête là. L'illustration sera bien en l'état. Je peux passer à autre chose tranquillement. Et je dirais plutôt que c'est ce processus-là, parce que quelque chose de parfait, déjà, ce serait peut-être un peu hautain de le dire comme oui, ça. ça peut être C'est parfait plutôt, aussi aux yeux d'une personne et aux yeux d'un autre public, que ça qui manque de voilà, détails ou autre. c'est ça. C'est plutôt vraiment les illustrateurs, on va dire, confirmés, qui pourront dire à un certain moment, ça vient d'expérience, c'est de dire, là, il faut que je m'arrête avant d'en faire trop. Et là, en l'état, l'illustration, elle est correcte. Oui, Si j'en fais trop, ça va polluer mon illustration. Si j'en fais pas assez, bah, l'illustration, en fait, elle n'est pas terminée, quoi. c'est savoir s'arrêter vraiment au bon moment, C'est savoir sur un s'arrêter. équilibre Et entre les deux. on peut toujours aller plus loin, hein, vraiment, rajouter des petits détails qui, parfois, personne ne les voit. C'est peut-être caché dans un coin de la feuille, complètement perdu. Mais vu que nous, on l'a vu, on va se dire, non, mais là, il manque 3 traits ici. Bah, on va toujours être dans le plus. Et donc, il faut se dire, non, là, je m'arrête. L'illustration, elle est correcte comme ça. Les gens la trouveront très bien. Et puis, voilà, quoi. Et du coup, en tant qu'illustrateur, et quand tu t'inspires de certaines personnes, est-ce qu'en ce moment même, tu as des personnes que tu suis sur leur travail, que tu aimes bien, où tu trouves leurs illustrations inspirantes, leur univers, je sais pas. Alors, oui, clairement. Bon, je le dis tout de suite, je voue un culte, désolé, à Hayao Miyazaki, qui est le maître absolu. Mais sinon, dans les artistes, illustrateurs, ou alors
dans les graphistes que je suis, déjà, il y a l'artiste Loïch. Loïch qui a un style illustratif qui est absolument incroyable. Je trouve que vraiment, chacune de ses pièces m'éclate la rétine, littéralement. Et je suis abasourdi par tout ce qu'elle fait. Sinon, en graphisme, je dirais sur Nantes, en plus, le studio AA est vraiment extrêmement impressionnant sur les projets qu'ils arrivent à mener. À chaque fois, c'est hyper créatif. Leur usage de la typographie, leur façon de mêler scénographie avec projet d'identité, vraiment, je trouve ça absolument incroyable. Et sinon, c'est plus des illustrateurs ça et là dont j'aime bien leurs pièces régulièrement. Je sais que, par exemple, les pièces de Jade Piol, j'apprécie très régulièrement son travail. Je sais que sinon, en nantais aussi, il y avait le fameux artiste Jean Julien, dont on peut voir certaines de ses pièces un peu partout, même au Jardin des Plantes, où en fait, il mêle illustration simpliste avec un propos de fond qui, généralement, c'est, entre guillemets, c'est un point dans la gueule. En gros, c'est-à-dire que le message, il est très fort. Et ça, je trouve que c'est incroyable de réussir à mêler vraiment le fond et la forme. Moi, je dis bravo. Mais bon, si je commence sur les recommandations, je vais jamais m'arrêter. Plusieurs centaines. Mais après, tu conseilles de t'inspirer, de s'inspirer de plein d'artistes différents pour créer son propre univers après. Oui, c'est ce qu'il y a de mieux, ou d'essayer de se concentrer parfois que sur certains artistes. Ou est-ce que c'est mieux du coup d'aller chercher très large au niveau des inspirations, au niveau des personnes qu'on suit, pas forcément sur des travails quotidiens, mais que sur certaines œuvres De toute façon, soyons clairs, mes aspirations, elles viennent de ce que moi-même j'apprécie personnellement. Donc, si j'apprécie plus un artiste qu'un autre, voilà, ainsi soit-il. Moi, j'ai envie de dire, au-delà de ce que vous aimez, inspirez-vous de même ce qui peut vous déplaire, parce qu'il faut comprendre ce qui vous déplaît. Et parfois même, l'art est fait pour vous déplaire. L'art n'est pas que faire des choses agréables à l'œil. Il faut se faire violence, on va dire, à regarder des choses qui nous plaisent pas pour aller chercher le détail et comprendre en nous ce qui fait qu'on n'aime pas cette illustration, qu'on n'aime pas cette typographie, et aller vraiment... Pourquoi ça nous rebute et se mettre en question sur sur cette vision du coup qu'on a de cette œuvre qu'on n'apprécie pas forcément, pour voir mélanger après derrière avec des œuvres qu'on aime bien, peut-être pour obtenir la chose quasiment parfaite à nos yeux, quoi. Comprendre ce qui nous rebute pour construire ensuite quelque chose que vous appréciez. C'est le conseil du coup que vous donneriez, le conseil de fin, ça serait ça, un peu, du coup. Sinon, ce serait ne faites pas ça, hein, vous allez avoir que de l'anxiété constamment. Mais non, sinon c'est un beau métier, on fait de belles choses. Et en tout cas, dans les moments d'éclat, ce sera vraiment des moments incroyables pour vous. Ouais. Et est-ce que vous avez un mot de fin, peut-être pas une philosophie, mais une ligne dans ton travail, dans ta direction artistique, au fur et à mesure des années, de l'expérience? Un dernier conseil, je dirais, suivez ma page Instagram. Studio Aérea. Ouais, Studio Aérea. Non, un dernier conseil, soyez curieux. La base de notre métier, c'est vraiment la curiosité. Et on dit souvent la curiosité est malsaine, sauf en art. En art, la curiosité sera toujours récompensée. Il faut toujours aller chercher l'artiste qui a fait ses œuvres et toujours se cultiver, se nourrir des autres. Se cultiver dans tout. Je ne parle pas forcément que aller voir d'autres artistes, etc. Plus vous vous cultivez, plus vous avez un œil critique sur à la fois ce que vous faites, à la fois ce qui se passe, et juste peut-être vous allez concevoir une œuvre ou un graphisme pour un client qui aura du sens. Merci beaucoup à toi, Ben. Merci à toi. Et on va terminer ce premier podcast du coup d'artiste sur ces beaux mots de fin.
Et on se retrouve du coup pour d'autres épisodes le mois prochain. Au revoir.